Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux titres. Inauguration des nouveaux locaux des services des admissions à l'hôpital général Pelletier par le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Melki. Et également dans l'actualité, les États-Unis ont levé l'interdiction d'entrer sur le territoire pour les Tchadiens. C'était le sommaire. Bienvenue à tous. Mais avant de développer ces titres, face aux menaces de représailles juridiques adressées par l'entité DP World à de nombreuses sociétés qui voudraient conclure un accord avec le gestionnaire du Doralé Terminal Conteneur, le gouvernement djiboutien a publié un communiqué de presse qui s'oppose donc à ces agissements et qui apporte des éclaircissements et précisions qui s'imposent et explique donc les raisons qui ont entraîné la résiliation du contrat de Djibouti avec DP World. Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau. Ahmed, que dit donc ce communiqué? Bonjour Ali, tout d'abord. Alors selon le communiqué qui est émis par le service de presse de la présidence, Ali, la société DP World fait circuler depuis début avril un communiqué dans lequel elle remet en cause aussi bien l'effectivité que la légalité de la résiliation par l'État djiboutien du contrat de concession portant sur l'exploitation du terminal à conteneurs de Doralé. Dans ce même communiqué, Ali, DP World menace de représailles juridiques toute entreprise qui viendrait à conclure un nouveau contrat avec l'État djiboutien portant sur les actifs du terminal à conteneurs de Doralé. Alors bien évidemment, Ali, l'État djiboutien entend s'opposer fermement aux menaces et contre-vérités diffusées par DP World. L'État djiboutien précise également que le contrat de concession du DCT a été résilié au terme d'un processus juridique transparent et contrairement aux allégations de DP World ne peut plus se prévaloir d'aucun droit de concession au titre du contrat en question. Le gouvernement de Djibouti, Ali, note avec un vif regret la position de DP World qui continue de porter atteinte aux intérêts supérieurs de Djibouti. Selon Djibouti, DP World n'est en effet constater le pouvoir souverain dont dispose chaque État en application du droit international de résilier un contrat dès lors que l'intérêt général le requiert et sous réserve d'une juste indemnisation. Cette position de DP World montre une fois encore, Ali, avec quel mépris cette entreprise se comporte vis-à-vis de l'État djiboutien et de sa population. Eh bien, DP World, Ahmed, qui est une entreprise privée, prétend pouvoir menacer, vous le dites, d'autres entreprises qui souhaiteraient entrer en relation avec l'État djiboutien pour développer leurs activités. De toute évidence, Ali, DP World n'hésite pas, comme vous venez de le dire, à porter atteinte de manière flagrante à la liberté économique de ces entreprises. Il convient également de souligner d'ailleurs que ces menaces sont vaines et dépourvues de tout fondement envers des entreprises tierces. À cet égard, Ali, contrairement à ce qu'estime DP World, la résiliation de la concession du terminal à conteneurs de Doralé est effective et parfaitement légale. L'État djiboutien a constaté que les agissements de DP World sont contraires aux intérêts supérieurs de la nation, qu'ils portaient un préjudice manifeste aux impératifs de développement du pays, aux impératifs de contrôle des infrastructures ainsi que de sécurité d'approvisionnement de la population. Ali, DP World tente bien maladroitement de résumer la situation à une simple divergence d'intérêts financiers en soulignant que le contrat de concession a été très avantageux pour Djibouti. Encore une fois, Ali, cela démontre que DP World fait peu de cas à des intérêts supérieurs d'un État et semble considérer que les seuls intérêts dignes d'être poursuivis ne sont que financiers, alors qu'il en va du développement de l'ensemble d'un pays et de toute une région. Pour terminer, Ali, il est à noter que l'État djiboutien souhaite réaffirmer sa volonté de faciliter le développement du pays et le bien-être de sa population. Il souligne également que les investisseurs internationaux, partenaires publics, privés et nations amies, particulièrement dans le domaine des infrastructures, sont les bienvenus à Djibouti à cette fin.
Merci Ahmed Hamad pour ces éclairages. Nous vous le disions en titre, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Maouki, a inauguré les nouveaux locaux des services des admissions de l'hôpital général Pelletier. Dès son arrivée, le ministre de la Santé a été accueilli par le directeur général de l'hôpital général Pelletier, M. Hussein Mohamed Hussein, et de tout son staff. L'inauguration a vu également la participation du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Hassan Roblé. Ce projet de transformation de ce service vient répondre à la forte hausse du nombre de patients enregistrés tous les jours. En effet, avec la mise en place de l'assurance maladie universelle par son Excellence le chef de l'État Ismaël Marguelé en 2014, le nombre de patients est passé à plus de 600 patients enregistrés chaque jour au service des admissions. Dans un souci d'optimisation des processus et de réduction de délai d'attente, le service d'admission a été étendu à plus de 12 guichets pour l'enregistrement de 12 patients, des patients et de 2 guichets pour les personnes à besoins spéciaux. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Maouki, a souligné lors d'une réunion avec les responsables de l'hôpital et des équipes médicales que le fonctionnement optimal des services d'admission constitue une priorité pour le ministère de la Santé. Dans la foulée, le ministre de la Santé a inauguré cet nouveau espace d'admission. Le ministre a eu une réunion de travail avec les responsables de l'hôpital ainsi que les équipes médicales présents sur place. Également, dans l'actualité de ce 15h, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, a parrainé aujourd'hui une cérémonie de remise officielle de dons de livres et de bibliothèques et de manuels scolaires destinés aux écoles de l'enseignement de base, moyen et secondaire de la capitale. L'événement qui s'est déroulé au Kripen a vu la participation du maire de lieu, Nour Hassan, directeur général du Kripen, mais aussi Madame Lalini Verasami, représentante de l'OIM à Djibouti. Il y avait également les chefs d'établissement qui ont également pris part à l'événement. Le directeur général du Kripen, Nour Hassan, a remercié les donateurs pour ce généreux don. Le représentant des donateurs, M. Abdelrahman Kahin, s'est dit heureux du partenariat avec le MENFOP et le Kripen dans les efforts de redressement de la qualité de l'école. Le représentant du donateur d'efforts n'a pas manqué de rappeler par ailleurs l'importance des bibliothèques. 80% de l'apprentissage sont faits dans les bibliothèques, c'est ce qu'a indiqué. Par ailleurs, il a encouragé le ministre de l'Éducation nationale à investir beaucoup dans la construction de bibliothèques qu'il faut encourager les jeunes apprenants à fréquenter. Dans ce mot, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les activités de lecture chez les élèves. Il a encouragé les chefs d'établissement à accompagner les élèves et les enseignants dans le développement du goût de la lecture. Ce qu'a dit notre collègue Abdelrahman, c'est inciter les jeunes à lire. C'est ça les challenges. Les plus gros et les plus difficiles, c'est ce qui reste à faire. La partie technique, c'est-à-dire l'acheminement, l'acquisition et l'acheminement, a été faite. C'est lourd, on peut le reconnaître, c'est très lourd. Mais la partie la plus difficile, c'est l'utilisation de ces livres. Il ne faut pas que ces livres dorment dans les bibliothèques. Il ne faut pas que ces livres dorment dans les classes. Ça, j'incite vraiment les chefs d'établissement, les directeurs d'école, mais aussi les responsables administratifs à vraiment inciter les élèves à lire. Parce que comme on le dit un vieux dicton, le meilleur compagnon de l'individu, c'est les livres. Al-Kitab khayru jalis, on dit en arabe. C'est le meilleur compagnon. Et c'est le compagnon qui nous permet de nous évader, qui nous permet de découvrir beaucoup de choses, qui nous permet de construire nos rêves et qui nous permettent même de nous projeter dans le futur. Et ça, c'est les livres. C'est grâce aux livres. Je crois que nous tous, nous avons passé ces périodes-là. Nous avons pu lire beaucoup de livres. Nous nous sommes construits grâce à ces livres.
grâce aux enseignants évidemment, mais c'est surtout aussi grâce aux livres que nous avons pu lire. Nous avons construit nos personnalités, nous avons construit nos idées, nous avons construit notre avenir grâce aux livres. Et donc aujourd'hui, les dons que nous recevons, ce n'est pas uniquement du matériel, c'est un don très précieux, parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de nous projeter, de développer, de construire la personnalité de nos enfants. Et c'est notre objectif, c'est notre mission, c'est la mission de l'éducation nationale. Et pour cela, donc, j'adresse un remerciement du fond du cœur, au nom de tous les ministères, au nom des élèves, à toutes les personnes qui ont participé à l'acheminement de ces dons. Et en particulier à M. Abdelrahman Kahin, qui a été vraiment le porte-flambeau de ces dons. Pour cela, donc, j'ai saisi cette occasion pour féliciter les CRIPEN, parce que vraiment, les CRIPEN a démontré encore une fois, je dis bien encore une fois, parce que dans beaucoup de domaines, les CRIPEN excellent, et a démontré qu'il peut monter des projets et les monter jusqu'au bout. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamakrama, a été reçu en audience par le ministre délégué chargé des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, Ahmed Qatan. Les discussions entre les deux responsables se sont portées sur les relations bilatérales entre les deux pays frères, ainsi que plusieurs autres sujets régionaux et internationaux qui intéressent les deux pays frères, notamment le rôle politique et sécuritaire de la République de Djibouti dans la Corne de l'Afrique et le bassin de la mer Rouge. Le sommet donc arabe qui aura lieu dans la ville de Dhahran, région de l'Est de l'Arabie Saoudite, dans le jour suivant, a été également parmi les discussions. La direction des hydrocarbures du ministère de l'Énergie chargée des ressources naturelles a procédé ce matin à une visite d'inspection de deux stations-service, en l'occurrence Ruby et UCJ, situées place Lagarde. Cette opération d'inspection est dirigée par le directeur des hydrocarbures, Wahib Ali Boullo, en présence du chef de service d'importation et de stockage de distribution, Mohamed Moussa Darar. Les différents services des stations-service sont contrôlés, dont notamment le service de vidange, de lavage, l'existence d'extincteurs et des backsabs en cas d'incident, la mise donc à disposition à la clientèle et à la vente des différents produits dont les lubrifiants. Les stations-service devront être conformes aux normes et standards internationaux. Ce genre de visite se déroule de manière inopinée et se poursuivront aussi dans toutes les stations-service de la capitale que celles se trouvant dans les régions de l'intérieur. Les responsables et membres des coopératives agricoles du pays se sont retrouvés ce matin au Palais du Peuple pour faire un état de lieu de la situation et valider le plan d'action stratégique pour 2018-2024. Organisée par l'association agro-pastorale djiboutienne d'APA, qui regroupe une trentaine d'associations, cette rencontre a permis de connaître donc les résultats d'un rapport d'étude lancé en décembre dernier sur le secteur agro-pastoral. Outre les responsables des coopératives agro-pastoraux du pays, le président de l'association d'APA, Ahmed Dahir Oukiye, le secrétaire général Aden Malou, le directeur exécutif Abdi Ahmed et l'expert Omar Simani ont animé la rencontre. Ce rapport examiné a permis de faire un diagnostic quantitatif et qualitatif sur la situation agro-pastorale. Un travail de recueil des données a été effectué. Il devra donc aboutir à la conception d'un plan stratégique pour la période 2018-2024. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de l'association djiboutienne agro-pastorale, M. Ahmed Dahir Oukiye, a souligné que ce rapport donc vise à améliorer les conditions de vie des agro-pastorales et leurs familles. C'est de présenter la première étape de l'élaboration du plan stratégique de développement de la société agro-pastorale djiboutienne qui va couvrir la période de 2018-2024. Il s'agit là de faire un plan pour chaque coopérative, mais également consolider ces plans au niveau de la fédération agro-pastorale djiboutienne qui sera gérée ici à Djibouti-Ville. Ensuite, nous ferons, une fois que le plan est finalisé, présenter le plan final et faire une table ronde pour mobiliser des fonds autour de ce plan, au niveau des ministères sectoriels, mais aussi au niveau des partenaires qui attendent énormément de ces plans. Et je pense qu'en 6 ans, on pourra au moins toucher 2500 agriculteurs, agropastoralistes
djiboutiens qui devront améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit là d'élargir les espaces cultivés, de passer au moins à 1,5 hectares. Ensuite, il faut multiplier la production par 4 ou par 5 en 6 ans. Et il est largement possible de le faire. Il faut construire l'agriculteur au niveau des moyens. La lutte contre l'immigration clandestine s'accentue depuis ces derniers jours avec les interventions des agents de police qui réalisent des centaines d'arrestations d'immigrés chaque semaine. En effet, les agents de la police nationale de la région d'Obok a procédé donc à des arrestations de centaines d'immigrants au poste de Dalaï, situé au milieu de 2 régions du pays. Hier, plus de 105 jeunes, donc hommes et femmes, ainsi que des enfants, ont été acheminés donc par bague jusqu'à Djibouti. Les 103 migrants ont été conduits au centre de transit de la police situé à Nagad, où ils ont reçu donc de l'eau et de la nourriture. Donc, ces 3 autres types d'opérations étaient de même nombre, c'est-à-dire plus de 10 centaines de personnes, en 4 fois durant ces 10 derniers jours, durant le mois d'avril. Il s'agit pour la direction de la police nationale d'arrêter d'une manière définitive le flux de migrants qui traversent en toute inégalité dans notre pays. Direction Tadjoura, où le président du conseil régional de la ville blanche, Omar Hussein Omar, a organisé lundi dernier une réunion générale qui a vu la participation des élus locaux, des différents responsables de services déconcentrés et les représentants de la société civile. Après avoir remercié les participants d'avoir répondu massivement à son invitation, le président du conseil régional de Tadjoura a exposé les différents points inscrits à l'ordre du jour, à savoir la loi de la décentralisation et le processus de transfert de compétences, la course de 10 km du conseil régional de Tadjoura, la mise en place du bureau régional de la fiscalité, les matériels agricoles distribués pour les femmes qui donnent déjà des résultats positifs. La première réunion de l'Assemblée régionale avait pour but de faire un bilan de l'année écoulée et élaborer ainsi un plan d'action sur les défis à réaliser au cours de cette année 2018. Et les élus locaux et responsables de la région ont exhorté le président à œuvrer pour donc arrêter la décentralisation et la rendre effective afin de répondre à l'attente de la population. De là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Centrafrique, regain de violence à Bangui, un casque bleu a été tué, n'est-ce pas, Samata? Effectivement, Ali, un casque bleu a été tué et 8 autres blessés lors d'un affrontement à Bangui, la capitale centrafricaine, connaît un regain de violence inédit depuis 2016. La capitale centrafricaine, Bangui, connaît depuis dimanche un fort regain de violence dans lequel un casque bleu, 2 civils ont été ainsi qu'une centaine de personnes blessées. Mardi après-midi, un casque bleu qui a été tué et 8 autres blessés dans des affrontements entre patrouilleurs composés de casques bleus et de soldats centrafricains. Au moins 46 personnes ont été blessées ce même jour, dont 44 ont été prises en charge par l'ONG Médecins Sans Frontières. C'est la première fois, Ali, rappelons-le, qu'un casque bleu est tué à Bangui dans des violences depuis l'arrivée au pouvoir du président Faustin Archange Touareg en 2016. Et cette fois aux États-Unis avec cette levée d'interdiction d'entrer sur le territoire pour les Tchadiens. Effectivement, Ali, le Tchad vient d'être retiré de la liste des pays dont les ressortissants avaient été interdites d'accès aux États-Unis par un décret du président américain Donald Trump. L'annonce de la levée de la sanction américaine avait été faite tard mardi par la Maison-Blanche. Les citoyens du Tchad pourront à nouveau recevoir des visas pour se rendre aux États-Unis. Le décret signé par le président américain annonce que le pays Idriss Déby Itno s'est confronté aux normes de sécurité et aux parois exigées par Washington pour être retiré de la liste. Et en Syrie cette fois avec cette impasse diplomatique de l'Organisation des Nations Unies. Effectivement, Ali, la confrontation entre les États-Unis et la Russie sur le dossier syrien s'est durcie. Moscou soutient indéfectiblement Damas, opposé par mardi son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Mais face aux Occidentaux, les États-Unis, Ali, rappelons-le, et la France ont redoublé de détermination après avoir déjà fait clairement planer la menace de représailles militaires. Et cette fois, Facebook avec Mark Zuckerberg qui s'excuse pour ses erreurs devant le Sénat républicain.
Effectivement, Ali, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est excusé, était sous le feu des questions des sénateurs américains hier. Ce n'était qu'une première salve puisque l'interrogatoire s'est poursuivi ce mercredi. Aujourd'hui, Facebook s'est accusé d'avoir laissé fuite des données personnelles de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs qui sont arrivés entre les mains de l'entreprise d'analyse, rappelons-le, Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg est passé sur le grill pendant 5 heures. Les sénateurs ont visiblement très remonté contre les réseaux sociaux, lui ont demandé des comptes sur la gestion des mauvais usages des plateformes, comme attendu le jeune multimilliardaire, et se font mais la culpa, assurant que c'était son erreur, qu'il en était désolé. Et nous terminons avec ce mot de sport, et concernant la Ligue des Champions, Liverpool a éliminé Manchester City et l'AS Roma a créé la surprise en éliminant le Barça pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles. Ah, ça m'a fait vraiment mal. Le Barça qui se fait éliminer, mais dominé, mais incapable. On va recommencer par Manchester City et Liverpool, validé avec la manière sa qualification pour les demi-finales à de la Ligue des Champions, et la Roma qui a créé la surprise en remontant un passif 3 buts pour éliminer le Barça. Hein, il n'y aurait donc pas eu de miracle aujourd'hui à Manchester City qui s'est réservé Liverpool. Et pour le côté Barça, on a assisté à un miracle. Mardi, il fallait voyager un peu plus au sud à Rome, où le Barcelone a vécu l'un des pires soirées européennes de son histoire. Malgré un large avantage acquis par les 4-1, les Catalans ont été éliminés par un incroyable AS Roma victorieux 3-0, donc qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ça m'a fait vraiment mal, mais il faut le dire, le scénario Ali était invraisemblable, puisque dans le coup d'envoi de ces matchs retour, le Romain n'avait statistiquement que 11% des chances, rappelons-le, de qualification, selon les statistiques compilées par l'UEFA depuis 1970. Merci Samatar pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suite des programmes sur Télé Djibouti.